Bonjour et bienvenue de retour sur Abysseur. Si tu connais déjà la chaîne, tu sais à quel point la ligne entre la vie et la mort sous terre est fine. Et c'est justement pour ça que tu n'aimerais jamais être à la place des explorateurs dont je vais te parler aujourd'hui. Tu vas découvrir 6 des histoires les plus angoissantes que j'ai racontées ici. Chacune est plus terrifiante que la précédente, et la 5e en particulier risque de vraiment te marquer. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément. Nous sommes le 21 décembre 1981, un jour glacial. Jeff Hogg, un homme de 34 ans originaire de Luttrell, dans le Tennessee, décide de partir à pied. Le plan était simple, emprunter la camionnette d'un ami et conduire jusqu'en Caroline du Nord dans un voyage d'environ 190 km. Mais le véhicule refuse de démarrer. Frustré, Jeff choisit de partir à pied, probablement pour se changer les idées. Il ne se doutait pas qu'il allait affronter un froid mordant et un terrain des plus dangereux. Il prit un chemin qui le mena jusqu'à une zone de la région de Knox, connue pour abriter une grande cavité naturelle reliée à un réseau souterrain. La pluie glaciale avait transformé le sol en un piège glissant. Déterminé, Jeff marcha environ 1,5 km depuis la maison de son ami, traversant un terrain accidenté, sans savoir que la malchance allait bientôt le rattraper. Alors qu'il traversait une zone boisée très dense, son pied glissa sur la boue détrempée. Il tenta de se rattraper, mais perdit totalement l'équilibre. Il dévala la pente de façon incontrôlable, avant de chuter brutalement dans une ouverture dissimulée par la végétation. C'était un gouffre, une cavité profonde que Jeff n'avait pas remarquée jusqu'à l'ultime seconde. Il tomba de près de 6 mètres, plongeant dans l'obscurité entouré de parois lisses et humides. Au fond du trou, sonné et haletant, Jeff tenta de comprendre l'ampleur de ce qui lui arrivait. Par miracle, aucun os n'était cassé. Mais il se retrouvait coincé dans un espace exigu, cerné de parois glissantes et hautes. Chaque tentative pour remonter se soldait par un échec. Ses doigts s'enfonçaient dans la terre détrempée, le faisant glisser à chaque essai. Plus il luttait, plus il semblait s'enfoncer dans cette prison de boue. Le froid s'intensifiait et sans nourriture ni abri, l'angoisse prit rapidement le dessus. La nuit, la température chutait de manière dramatique et son corps tremblait de façon incontrôlable. Il se serrait les bras et frottait ses mains pour essayer de produire un peu de chaleur, mais le froid transperçait ses vêtements jusqu'à ses os. Il cria à l'aide, mais sa voix n'atteignait guère la surface, étouffée par l'épaisseur du sol. Le silence qui l'entourait devenait oppressant. Le jour suivant n'apporta aucun soulagement. Le soleil réchauffa légèrement l'air au point de le faire transpirer, mais il ne pouvait pas compenser cette perte d'eau. Il commença alors à récolter des gouttelettes ruisselant le long des parois boueuses, les recueillant dans ses mains en coupe. Dans un ultime effort, il tenta de se fabriquer une échelle de fortune. Il déchira ses vêtements, y compris son sous-vêtement, pour en faire des cordelettes qu'il noua à des branches trouvées aux alentours. Mais le sol était bien trop meuble pour soutenir son poids et il retombait inlassablement. Les jours passaient et le froid devenait insupportable. Jeff grelottait sans arrêt, il commença à délirer, voyant des ombres, entendant des voix. Il croyait apercevoir des gens penchés au-dessus de lui, mais lorsqu'il reprenait ses esprits, il n'y avait personne. Ses mains et son visage étaient couverts de plaies à cause de la boue constante et ses pieds avaient enflé à force de rester plongés dans la terre humide et glacée. Il était devenu trop faible pour crier. Au 6e jour, il commençait à abandonner. À bout de force, sans solution et en train de sombrer physiquement, il sentait le temps lui échapper. Il savait que son corps s'affaiblissait à vue d'œil et que ce n'était plus qu'une question d'heure. C'est alors, justement, qu'un changement inattendu se produisit. 8 jours après sa chute, 3 adolescents de la région, Mike, Daryl et Cody, étaient en forêt à la recherche d'écureuils. En empruntant un sentier peu fréquenté, ils tombèrent sur quelque chose d'étrange, un grand trou au sol. Intrigués, ils s'en approchèrent et se turent pour essayer d'entendre un bruit. Pendant quelques secondes, rien. Puis, un son faible, une toux rauque à peine audible, s'échappa de l'obscurité. Ils appelèrent pour savoir si quelqu'un était là. Jeff crut d'abord halluciner, mais lorsqu'il entendit à nouveau leur voix, il comprit, c'était réel. Il rassembla ses dernières forces et hurla aussi fort qu'il le put. Peu à peu, sa vue brouillée distingua des visages au sommet du gouffre. Les garçons réalisèrent qu'un homme était coincé. Ils coururent aussitôt chercher de l'aide. Rapidement, des secours arrivèrent sur place munis de cordes et d'équipements. Un sauveteur descendit prudemment jusqu'à Jeff qui était à peine conscient.
Son visage était livide, ses lèvres fendillées, son corps glacé et affaibli. On l'attacha avec soin dans un harnais et l'opération de remontée put commencer. Chaque centimètre gagné semblait une bataille contre le temps, mais ils y arrivèrent. Jeff fut enfin extrait de ce gouffre qui aurait pu être sa tombe. Il venait de passer 8 jours dans un isolement total, avait perdu plus de 11 kilos, souffrait d'une déshydratation grave et d'une hypothermie sévère. Sa température corporelle était tombée à environ 29 degrés Celsius. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital où il fut soigné pour hypothermie, déshydratation et une infection sérieuse au pied causée par l'humidité prolongée. Malgré les séquelles physiques, Jeff a survécu pour raconter son histoire. Jeff n'a malheureusement pas eu le choix. Il s'est retrouvé dans une grotte à cause d'un accident, ce qui n'est pas du tout le cas de l'histoire suivante. Le 17 mai 2003, Jarrod Watt et 2 de ses amis, tous expérimentés dans l'exploration de grottes, arrivèrent dès l'aube à Buckner's Cave, situé dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Ils étaient enthousiastes, nourrissant de grandes ambitions, traverser les labyrinthes et les passages étroits de ce terrain rocheux. L'excitation ne venait pas seulement de la possibilité de faire de nouvelles découvertes souterraines, mais aussi de ce lien d'amitié qui les avait déjà poussés à vivre d'autres aventures. L'entrée de la grotte leur était familière, presque rassurante, et tout semblait parfaitement maîtrisé. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer qu'en moins de 24 heures, cette expédition tournerait en une longue et angoissante lutte contre les limites de la nature et celles de leur propre corps. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de la grotte, les tunnels devenaient de plus en plus étroits, l'air de plus en plus lourd et étouffant. Pourtant, les 3 explorateurs continuaient avec détermination jusqu'à atteindre l'une des zones les plus redoutées du site. Un passage très resserré au-dessus d'un cours d'eau que les habitants du coin surnomment le Purgatoire. L'accès y est difficile, en pente, demandant une attention extrême pour s'y faufiler. Ils s'y engagèrent un à un. Jarrod fut le premier à relever le défi. Il prit une grande inspiration et s'introduisit dans l'ouverture verticale, prenant appui avec ses pieds sur les parois, s'aidant de ses bras pour progresser, tandis que la lampe frontale éclairait son avancée. Ses épaules et ses hanches frottaient continuellement contre la roche. Même s'il était habitué aux espaces étroits, cette fois quelque chose clochait. Le tunnel se rétrécissait imperceptiblement, bien plus qu'il ne l'avait imaginé, et soudain il ne bougea plus. Son corps s'était coincé entre les parois. Son torse s'était tordu de manière inconfortable, l'empêchant d'avancer ou de reculer. Il tenta de bouger bras et jambes, de forcer contre la roche, mais il ne fit qu'aggraver la situation. Il était totalement immobilisé. L'un de ses amis essaya de le tirer en arrière, mais chaque tentative ne faisait qu'accentuer l'étroitesse du passage. Conscient qu'ils ne pourraient pas le libérer seul, ils prirent une décision. L'un d'eux resterait auprès de Jarrod pour le soutenir, pendant que l'autre sortirait chercher des secours. Le temps semblait figé, comme si chaque minute durait une éternité. Jarrod tremblait, son souffle devenait court et pénible. L'humidité lui transperçait la peau jusqu'aux os et les premiers signes d'hypothermie apparaissaient. Chaque douleur, chaque angoisse se retrouvait amplifiée par le silence absolu de la grotte. Des heures plus tard, enfin, des échos résonnant depuis l'entrée apportèrent un souffle d'espoir. L'équipe de secours venait d'arriver, équipée et expérimentée. Ils évaluèrent calmement la situation. L'espace était si restreint que la roche comprimait la poitrine et les membres de Jarrod, limitant à la fois sa circulation sanguine et sa mobilité. La nuit avançait alors que les secouristes utilisaient eux des perceuses et des ciseaux de maçon pour retirer, avec la plus grande prudence, une partie de la roche qui l'emprisonnait. Chaque coup résonnait dans le tunnel, et Jarrod se concentrait sur sa respiration, essayant de garder son calme. Le froid devenait mordant, ses doigts et ses pieds perdaient toute sensation. Malgré cela, il résistait, tandis que les sauveteurs continuaient avec précision. Au lever du jour, les efforts s'intensifièrent. Puis, enfin, un éclat de roche, coincé contre son flanc, fut retiré. Cela élargit suffisamment le passage pour qu'il puisse esquisser un mouvement. Encouragé par les secouristes, il parvint, lentement, à se glisser vers l'avant jusqu'à tomber dans le ruisseau en contrebas, épuisé mais libéré. Malgré les douleurs musculaires et un épuisement extrême, Jarrod était libre. Les sauveteurs l'enveloppèrent immédiatement dans des couvertures thermiques, lui donnèrent de l'eau et quelques barres énergétiques pour l'aider à récupérer.
Ses mains tremblaient en tenant la bouteille. La réalité de ce qu'il venait de vivre commençait à le rattraper. Il était meurtri, vidé, mais vivant et sans blessure grave. Jarod a vécu quelque chose de douloureux, mais ce n'est rien comparé à ce qui t'attend juste après. Le matin du 17 octobre 2009, un groupe de 4 spéléologues expérimentés, mené par John Heiber, âgé de 45 ans, s'est réuni pour explorer la grotte Fang en empruntant une entrée intermédiaire. Cette grotte est située en Colombie-Britannique, au Canada, dans le massif des McGregor Range, au nord-est de la ville de Prince George. Il s'agit de l'une des plus grandes et célèbres cavernes du pays. Faisaient partie de l'équipe John, Mike Nash, ainsi que 2 autres membres du Alpine Club, tous bien habitués aux exigences de l'exploration souterraine. Cette expédition était considérée comme une sortie classique et ils étaient parfaitement équipés pour affronter les passages sombres et tortueux de la grotte. Mais ce qui semblait être une mission ordinaire allait vite virer à une lutte acharnée pour la survie. Dès leur arrivée à l'entrée intermédiaire, ils ont entamé la descente pour accéder à une vaste salle appelée le Colisée. Ils se sont servis d'un point d'ancrage déjà en place et ont utilisé un dispositif d'expansion pour fixer leurs cordes. Ils ont installé une corde dynamique de 9 mm en double afin d'assurer une descente sécurisée pour tout le monde. Le Colisée offrait un grand espace, mais la suite du parcours les menait à une zone appelée le tire-bouchon, un passage très étroit et en pente avec des segments de plus en plus verticaux. Ils ont utilisé une grande colonne rocheuse au sommet de cette zone pour y installer une corde dynamique de 11 mm, facilitant la descente. Cette section était particulièrement difficile, parsemée de virages serrés et d'obstacles techniques à franchir. En descendant, ils ont également placé un coinceur mécanique dans une fissure située à environ 3 mètres au-dessus d'une petite plateforme, afin de renforcer la sécurité de l'équipe. Grâce à ce système, 2 spéléologues pouvaient progresser simultanément, ce qui offrait plus de fluidité dans les manœuvres. Après de nombreux efforts, le groupe a atteint la base du tire-bouchon, une section critique de la grotte. À partir de ce point, ils savaient qu'ils se rapprochaient des zones les plus profondes. Si la partie supérieure était déjà difficile, la suite s'annonçait encore plus étroite et pentue, obligeant chacun à adapter sa posture avec beaucoup de précaution pour continuer l'exploration. Progressant péniblement dans des couloirs de plus en plus exigus, l'équipe est finalement arrivée à la limite de leur objectif. L'atmosphère était oppressante, l'air devenait lourd, les parois se refermaient. Malgré l'excitation d'avoir atteint leur but, ils savaient que la remontée serait physiquement éprouvante. Pourtant, jusqu'ici, tout se déroulait comme prévu. Leur expérience leur permettait de rester efficaces et méthodiques en maniant leur matériel avec précision. Mais les dangers invisibles font partie intégrante de toute grotte. Après un moment de pause à la base du tire-bouchon, ils ont commencé la remontée. John Heiber a pris la tête, remontant prudemment à travers les passages les plus étroits. En arrivant à l'endroit où le coinceur avait été placé, il s'est aperçu que l'équipement avait glissé de la fissure, mettant en péril la stabilité de la corde. Il a immédiatement tenté de le replacer correctement afin de rétablir l'ancrage. Il a ensuite appelé Mike Nash pour qu'il entame à son tour la remontée, conformément aux procédures habituelles en progression verticale. Mike s'est préparé et, dès qu'il a mis du poids sur la corde, le drame s'est produit. La pression exercée a provoqué l'éclatement de la fissure, détachant un énorme éclat de roche. Ce bloc massif a frappé John de plein fouet, le projetant violemment sur une plateforme en contrebas. Il s'est retrouvé coincé sous la roche, partiellement immergé dans une flaque d'eau. La chute l'avait rendu inconscient et pire encore, il ne respirait plus. Le fracas s'est répercuté dans toute la grotte. Les autres membres de l'équipe ont accouru, paniqués. Ils ont retrouvé John inerte, le torse écrasé sous la roche. En unissant leurs forces, ils ont réussi à dégager le bloc, mais John restait inconscient, son corps complètement mou. Le groupe faisait face à une scène cauchemardesque. Leurs compagnons étaient dans un état critique. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, John ne reprenait pas connaissance et son état paraissait alarmant. Outre les blessures superficielles, il souffrait de nombreuses fractures, 7 côtes du côté droit, 3 à gauche, la clavicule et l'épaule droite brisée, ainsi qu'un poumon effondré. Il soupçonnait aussi une atteinte à la colonne vertébrale, mais il était impossible de le confirmer sur place dans la confusion générale. Constatant que John ne respirait plus, ils ont immédiatement lancé une procédure de réanimation cardiopulmonaire. Cette intervention rapide a permis de le ramener à la vie.
Peu à peu, il a repris conscience, bien que dans un état extrêmement affaibli. Pendant ce temps, une deuxième équipe menée par Tamara Costia entrait dans la grotte avec 3 novices. Bien qu'ils connaissaient le site, ils ignoraient tout de l'accident. Arrivés dans le Colisée, l'un des membres de l'équipe précédente les a informés que la progression serait retardée à cause de l'équipe encore en montée. Tamara a décidé de continuer l'exploration, mais en atteignant le sommet du tire-bouchon, elle s'est rendue compte qu'il ne disposait pas d'assez de cordes pour descendre en toute sécurité. Elle a alors préféré interrompre la descente et faire demi-tour. C'est à ce moment-là qu'elle a été avertie par un membre du Alpine Club de la gravité de l'accident. Tamara a immédiatement compris l'urgence de la situation et a ordonné à l'un de ses compagnons de retourner à l'entrée pour récupérer le téléphone satellite laissé à proximité. Une fois l'appareil en main, elle a lancé un appel d'urgence qui a été transmis au centre Global Star au Texas, puis redirigé vers la Gendarmerie royale du Canada à Prince George. Cela a déclenché une vaste opération de sauvetage. Plusieurs équipes spécialisées, notamment le British Columbia Cave Rescue, BCCR, ont été mobilisées rapidement. En attendant les secours, Tamara s'est concentrée sur le maintien de John en vie. Elle l'a changé avec des vêtements secs, l'a sorti de l'eau glacée et l'a installé en position semi-assise pour conserver sa chaleur corporelle. L'opération de sauvetage a débuté vers 19h lorsque 2 hélicoptères sont arrivés avec les équipes et le matériel. À ce moment-là, John avait de nouveau perdu connaissance et respirait avec grande difficulté, ce qui faisait craindre le pire. À 20h15, le sauvetage actif a commencé. Grâce à un dispositif de maintien spinal et une civière spéciale Ferno-Washington, les secouristes ont entamé l'extraction dans les conditions exigeantes du milieu vertical, utilisant poulies et cordages adaptés. À 21h30, John a été hissé jusqu'au Colisée. Ils ont remarqué que sa respiration s'améliorait lorsque sa tête était maintenue surélevée, alors ils ont ajusté sa position et appliqué des sacs thermiques pour stabiliser son état. Malgré ses blessures de grave, John montrait une volonté incroyable de rester en vie, luttant pour ne pas sombrer. À 23h30, ils ont atteint la sortie intermédiaire de la grotte. Bien qu'encore dans un état préoccupant, il était suffisamment stable pour être évacué à pied sur le sentier montagneux. Une marche de plus de 3 heures a commencé, au cours de laquelle les secouristes, épuisés, se sont relayés pour le transporter prudemment jusqu'au point d'extraction, où un hélicoptère les attendait. Après des heures d'efforts ininterrompus, John a finalement été embarqué dans l'hélicoptère, en direction de l'hôpital. Les médecins ont confirmé de graves blessures, multiples fractures, poumons effondrés et divers traumatismes. Pourtant, grâce à la rapidité et à la coordination exemplaire des équipes de secours, il a survécu. Après 2 jours en soins intensifs, John est resté dans un état stable et, après une longue période de convalescence, il a pu reprendre une vie normale. John a traversé une expérience terrifiante. Mais la prochaine histoire va encore plus loin. Le dimanche 7 octobre 2000, un débuta comme bien d'autres matins d'automne dans l'arrière-pays de l'État de New York. Les grottes de Gage, un réseau naturel creusé dans la roche calcaire à proximité de la ville de Schoharie, étaient déjà bien connus des amateurs de spéléologie attirés par le monde mystérieux sous la surface. Aux alentours de 10h30, 5 amis arrivèrent à l'entrée de la grotte. Edward Galbavi, Kevin Shaw, Shioku Kudo, Adam Dobson et J.J. Brattingham. Le groupe était composé d'explorateurs expérimentés et de débutants, tous très enthousiastes à l'idée de partir à la découverte de cet endroit énigmatique. Les lieux étaient réputés pour leurs galeries sèches, mais aussi pour leurs passages humides traversés par de petits ruisseaux souterrains. Les amis s'étaient bien préparés, tous portèrent des casques équipés de lampes frontales, emportèrent des lampes de rechange, des piles supplémentaires, un peu d'eau et des encas légers. Ils portèrent des vêtements solides, adaptés à l'environnement comme de vieux jeans, des chemises à manches longues et des bottes robustes pour éviter de glisser sur les surfaces mouillées. Les plus expérimentés avaient aussi des petits sacs avec du matériel de secours, notamment une trousse de premiers soins. Avant de pénétrer dans la grotte, ils vérifièrent leur équipement et signèrent le registre à l'entrée. Une pratique essentielle pour signaler leur présence et leur heure de sortie prévue. Dehors, il faisait environ 10 degrés, un froid modéré pour la saison. Mais ils savaient que la température à l'intérieur resterait stable, autour de 11 degrés toute l'année. Vers 11h, le groupe s'engouffra dans la grotte par l'ouverture principale, une faille sombre dans la falaise qui avalait rapidement toute lumière naturelle. La salle d'entrée était suffisamment grande pour que les 5 puissent s'y tenir debout confortablement, mais en avançant, les galeries devenaient de plus en plus étroites. Ils choisirent de commencer par la partie sèche de la grotte, là où se trouvait un passage
passage redouté, connu sous le nom de Balls Down Crawl, un tunnel si exigu qu'il fallait ramper complètement à plat ventre. Par endroits, il fallait même expirer profondément pour aplatir le torse et pouvoir passer. Pendant les 2 premières heures, tout se passa sans incident. Ils prirent des photos, commentèrent les formations rocheuses et profitèrent de l'ambiance souterraine. Vers 13 heures, ils revinrent dans une zone plus vaste, appelée l'amphithéâtre, une sorte de salle où plusieurs galeries se croisaient. Elle avait la taille d'une petite salle de classe, avec une hauteur permettant à chacun de se tenir debout. Ils s'y arrêtèrent pour manger, se reposer un peu et décider de la suite. C'est à ce moment-là qu'une petite ouverture dans la paroi attira l'attention de Shioku Kudo, une doctorante de 28 ans qui n'avait que peu d'expérience en spéléologie. Elle fut intriguée par une fissure horizontale qui semblait mener à une autre chambre. Le passage faisait environ 60 cm de large sur 45 de haut, juste assez pour qu'une personne mince puisse tenter de s'y glisser de côté. Étant la plus petite du groupe, Kudo proposa d'aller jeter un œil. Elle s'allongea sur le côté et commença à se faufiler lentement dans l'ouverture. Mais très vite, les choses se compliquèrent. Le passage, qui paraissait rectiligne, tournait brutalement vers la droite juste après l'entrée, un virage impossible à voir de l'extérieur. Pour continuer, Kudo dut pivoter le buste, ce qui la laissa coincée avec le haut du corps tourné, tandis que ses jambes restaient alignées avec l'entrée, formant un angle droit. La situation se détériora rapidement. Le boyau se resserrait précisément au niveau de sa cage thoracique. En tentant d'avancer ou de reculer, elle réalisa qu'elle était complètement bloquée. Les roches comprimaient douloureusement ses côtes, limitant ses mouvements. La surface irrégulière lui écorchait les flancs et sa respiration devenait laborieuse. Elle appela ses amis, essayant de garder son calme, mais l'angoisse montait. Kevin Shaw et Edward Galbavi furent les premiers à tenter de l'aider. Ils lui donnèrent des instructions, lui suggérèrent de changer de position, essayèrent de la tirer par les pieds ou de la pousser par les épaules, sans succès. Chaque tentative semblait l'enfoncer davantage. L'angle à 90 degrés formait un véritable piège, facile à pénétrer mais presque impossible à quitter. La pression sur sa poitrine entravait sa respiration et elle ne pouvait plus bouger les bras pour se dégager. Après de nombreuses tentatives vaines, il devint évident qu'une aide extérieure spécialisée serait nécessaire. La température constante de la grotte, autour de 11 degrés, représentait un danger supplémentaire. Immobile, Kudo commençait déjà à perdre de la chaleur, augmentant le risque d'hypothermie. Shaw se porta volontaire pour ressortir de la grotte et appeler les secours, tandis que les autres restaient avec elle, essayant de la rassurer et de la maintenir éveillée. Il refit rapidement le trajet jusqu'à la sortie et atteignit la surface vers 13h30. Dès qu'il capta du réseau, il appela les secours et décrivit précisément la situation et l'emplacement de Kudo dans la grotte. Des équipes spécialisées en secours souterrains furent dépêchées sur place, incluant des secouristes et des techniciens médicaux d'urgence. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'inconfort de Kudo empirait. La pression sur sa cage thoracique rendait chaque respiration douloureuse. Le sol dur lui engourdissait le bras et la hanche. L'obscurité, l'étroitesse du lieu et l'incertitude pesaient lourdement sur son moral. À 14h15, les premiers secours arrivèrent à l'entrée. Ils transportèrent des cordes, du matériel de communication, des fournitures médicales et des outils pour casser la roche. Rapidement, ils se divisèrent en équipes et se dirigèrent vers l'amphithéâtre. À 15h, la première équipe médicale atteignit Kudo. Un secouriste prit ses signes vitaux. Elle était coincée depuis près de 2 heures, les lèvres bleuies par le froid et le manque d'air. Ils tentèrent plusieurs méthodes déjà essayées par ses amis. Traction légère, pression coordonnée, application de lubrifiant pour réduire le frottement et même des mouvements de balancier pour la dégager. Mais la torsion de son buste et l'espace réduit empêchaient tout progrès. Avec la tombée de la nuit, de nouveaux experts arrivèrent sur les lieux avec du matériel supplémentaire. Ils installèrent un éclairage puissant pour mieux observer la scène et organisèrent la communication entre les équipes. Vers 17h, cela faisait presque 4 heures qu'elle était coincée et son état inquiétait les secouristes. La douleur devenait insupportable et le froid épuisant. À 19h20, 2 spéléologues expérimentés, Joe Armstrong et Ken Fortuin, arrivèrent avec des outils adaptés aux passages étroits, comme des forêts et des ciseaux à roche. Ils comprirent vite que seule la suppression d'une partie de la roche autour d'elle permettrait de la libérer. Un travail délicat et risqué. Le moindre faux mouvement pouvait provoquer un éboulement ou libérer de la poussière, rendant la respiration encore plus difficile. Ils identifièrent les points précis à dégager en minimisant les risques. Pendant plus d'1 heure et demie, ils enlevèrent morceau après morceau, centimètre par centimètre. Kudo resta consciente, mais l'épuisement se faisait sentir. Cela faisait déjà presque 8 heures qu'elle était coincée dans cette position infernale, le corps compressé, l'air manquant. Enfin, peu après 21 heures, Armstrong et Fortuin réussirent à dégager assez d'espace pour l'extraire.
La douleur fut intense lorsque la circulation sanguine revint dans les membres restés comprimés si longtemps. Elle fut immédiatement enveloppée dans des couvertures thermiques et prise en charge par les secours pour prévenir l'hypothermie et les blessures dues à la pression. Ses côtes étaient très endolories et elle avait perdu en partie la sensibilité corporelle. Avant de la faire sortir, l'équipe lui laissa un moment pour récupérer. Elle but un peu de liquide chaud et se reposa près d'une heure. Quand elle se sentit plus stable, elle fut guidée avec prudence à travers les galeries. À 22h20, après près de 9h30 coincée, Shioku Kudo ressortit enfin des grottes de Gage dans l'air frais de la nuit. Une ambulance l'emmena directement à l'hôpital pour des examens et des soins. Étonnamment, malgré l'épreuve, elle ne conserva aucune séquelle permanente. Ses blessures se limitaient à de lourds hématomes, une compression temporaire des nerfs et un traumatisme psychologique lié à l'expérience. Après l'incident, des experts comme Tom Engel évoquèrent des confusions dans les premières heures du sauvetage, concernant le temps pendant lequel Kudo était coincé, ce qui aurait pu retarder la mobilisation des secours. Il rappela qu'en spéléologie, si une personne reste coincée plus de 15 minutes, l'assistance extérieure doit être sollicitée immédiatement. Malgré tout, Shioku a survécu à un véritable cauchemar. Être accompagné d'autres explorateurs a été crucial pour que Kudo puisse recevoir de l'aide et s'en sortir vivant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la prochaine histoire, que je considère comme l'un des disparitions les plus longues de l'histoire de la spéléologie. Thomas Edward Benning, un homme passionné par l'aventure, décida un jour calme d'avril 1995 d'entrer dans la Black Cave, située en Arizona. Ce n'était pas sa première fois. Il connaissait déjà l'endroit et s'y sentait en sécurité. Cette fois-ci, cependant, il choisit d'y aller seul. Pas de casque, juste une lampe frontale et sa confiance en son propre sens de l'orientation. Ce n'était pas exactement la décision la plus sage, mais cela avait toujours fonctionné auparavant. Et comme souvent dans les histoires que je vous raconte ici, c'est justement cet excès de confiance qui mène au drame. À mes yeux, le strict minimum pour pénétrer dans une grotte devrait inclure un équipement de sécurité et la présence d'au moins une autre personne. Dès son entrée, il retrouva la salle principale, un espace plus vaste qu'il connaissait bien. Mais au lieu de suivre son itinéraire habituel, quelque chose l'attira vers un passage latéral. Un couloir plus étroit, sombre, peu exploré. Pendant près d'une heure, il rampe, escalade, se faufile entre les roches et les fissures. Puis, il se rend compte qu'il est perdu. La grotte l'a littéralement avalé. Il tente de revenir sur ses pas, mais aucun chemin ne lui semble familier. Un véritable labyrinthe souterrain. Et pour aggraver la situation, sa lampe commence à vaciller. Là-dedans, le temps semble s'échapper. Les heures deviennent des jours et les jours s'étirent d'art sans repère. Il ne savait plus depuis combien de temps il rampait dans cette obscurité étouffante. Son cœur s'emballe. Sans lumière, aucune chance de retrouver une sortie. Bientôt, la lampe s'éteint pour de bon. Il est désormais plongé dans une obscurité totale, à des dizaines de mètres, sous terre, seul, sans la moindre source de lumière. Chaque respiration résonne dans les galeries vides, comme si la grotte elle-même écoutait. L'air est épais, chargé d'humidité et d'une odeur minérale presque métallique. Le silence est si profond qu'il entend battre son propre cœur. Dans un dernier élan d'espoir, Thomas craque une allumette. La flamme est faible, mais éclaire brièvement les parois rocheuses. Cela lui redonne un peu d'espoir. Il continue, allumette après allumette, avançant dans l'obscurité grâce à chaque brève étincelle. Mais il n'en avait qu'un nombre limité. Quand la dernière s'éteint, il se retrouve à nouveau dans les ténèbres absolues. Malgré tout, il ne s'arrête pas. Il rampe, les mains contre les parois, cherchant un signe, un indice de sortie. Pour éviter de tourner en rond, il commence à laisser derrière lui des objets personnels. Ses chaussures, un sac plastique déchiré, des morceaux de vêtements marquant ainsi son parcours à l'aveuglette. Avec les heures, la soif devient insupportable. Chaque déglutition est douloureuse comme du ver dans la gorge. Sa vision se brouille, ses muscles tremblent, non pas de froid, mais d'épuisement pur. Totalement à bout, affamé, assoiffé et sans force, il parvient à une fissure étroite dans la roche. Un petit espace, d'environ 1,20 m de profondeur, pourrait être un passage, peut-être une sortie, peut-être le chemin du retour, un dernier espoir. Il tente de descendre prudemment, posant le pied sur une petite aspérité. Mais lorsqu'il passe les hanches, il comprend son erreur. Il est coincé. Les parois rugueuses l'écrasent de chaque côté. Il tente de se hisser, mais sans succès. Plus il bouge, plus il s'enfonce. Il lutte, pousse avec les bras, mais ses forces sont trop faibles.
Il gratte la roche avec ses ongles, en vain. Ses jambes sont bloquées, son corps tout entier, prisonnier de cette grotte qu'il aimait tant. Et même s'il criait, sa voix, trop faible, ne résonnerait presque pas dans cet abîme silencieux. Les minutes deviennent des heures, les heures des jours. Personne ne sait où il est. Thomas n'avait informé personne de la grotte qu'il comptait explorer. Sa femme commence à s'inquiéter quand il ne rentre pas. Elle alerte la police qui entame des recherches dans toutes les grottes qu'il avait l'habitude de visiter. Mais aucune piste. Il faudra des jours avant que son véhicule soit retrouvé, garé non loin de l'entrée de la Black Cave. Des équipes de secours pénètrent dans la grotte, mais ne connaissant pas les galeries non cartographiées, elles se limitent aux zones connues. À l'entrée, elles trouvent quelques affaires de Thomas, comme un t-shirt et ses lunettes de soleil, mais ne remarquent pas le couloir latéral qu'il avait emprunté. Elles fouillent chaque passage connu, sans succès. Les jours passent, jusqu'à ce que les recherches soient officiellement abandonnées. Thomas Edward Benning, déclaré disparu. Mais son épouse ne baisse pas les bras. Elle colle des affiches, lance des appels publics, contacte toute personne pouvant détenir un indice. La réponse est toujours la même. Les recherches sont terminées, il ne reste que les souvenirs et le doute. Ce n'est qu'en décembre 1996, plus d'un an et demi plus tard, que le mystère commence à se dévoiler. 3 spéléologues, Bill Graff, Elizabeth Robb et Dale Green, entrent dans la Black Cave. Ils effectuent un travail de cartographie et décident d'explorer justement ce passage méconnu, celui que Thomas avait choisi. Après environ 1 heure, ils découvrent quelque chose d'étrange. Une boîte d'allumettes à moitié brûlée. Plus loin, une lampe frontale brisée. Petit à petit, d'autres signes apparaissent. Des allumettes calcinées, des morceaux de tissu déchirés. Comme un fil d'Ariane oublié depuis longtemps. D'abord, il n'y prête pas trop attention. Mais au retour, la curiosité l'emporte. Il décide d'examiner de plus près ce tunnel latéral. Étroit, moins d'1 mètre de large, il mène à un passage encore plus bas. En rampant, Rob tombe sur une chaussure, puis une chaussette, et là quelque chose d'étrange au sol. Au premier regard, cela ressemble à une touffe de poils. Mais en s'approchant, ils comprennent. Ce n'est pas du poil, c'est bien plus troublant. Ils restent figés. Ils viennent de trouver le corps de Thomas Edward Benning. Ils avaient entendu parler de sa disparition, mais ne pensaient pas qu'il soit encore là. Ils prennent des photos de la scène, récupèrent ses clés pour faciliter l'identification. En observant mieux, ils voient des marques profondes dans la roche, des traces évidentes d'une lutte désespérée. Avant de sortir, ils laissent des marqueurs réfléchissants pour guider les secours. Ils préviennent immédiatement le shérif. Quelques jours plus tard, une nouvelle mission est organisée, cette fois avec des spécialistes des passages étroits. Après plusieurs tentatives, le corps de Thomas est enfin extrait. Son portefeuille, encore intact dans sa poche, confirme son identité. Thomas est resté prisonnier dans cette grotte pendant presque 20 mois. Un lieu qu'il connaissait si bien est devenu sa tombe. Si seulement les premiers secours avaient su, s'ils avaient fait appel à des spéléologues expérimentés. Peut-être que Thomas aurait pu survivre, mais la Black Cave a gardé son secret bien trop longtemps dans ses profondeurs obscures. Le fait que Thomas ait été seul a probablement joué un rôle dans ce qui lui est arrivé. Mais tu vas voir que même avec des spéléologues expérimentés, tout peut tourner au cauchemar. Dans la nuit glaciale du 9 octobre 2004, l'air mordant du Colorado fouettait les visages de Ryan Gossidju, Franz Hankans et José Goodlow alors qu'ils approchèrent de l'entrée de la grotte appelée Narrows Cave. Devant eux, l'obscurité semblait avaler tout bruit, comme si la grotte elle-même retenait son souffle. Pour Ryan, chef du groupe et spéléologue chevronné, ce n'était qu'une aventure de plus. Pour José, encore novice dans le monde souterrain, l'expérience déclenchait un mélange de peur et d'excitation. Une véritable plongée dans l'inconnu. Franz, 35 ans, au physique massif, avait déjà accumulé assez d'expérience pour rester serein, sans pour autant être détendu. Le trio échangeait quelques plaisanteries pendant qu'ils ajustaient leurs casques et vérifiaient les lampes frontales. Dès qu'ils franchirent l'entrée, l'atmosphère changea radicalement. Le bruissement des feuilles et les sons de la nature disparurent, remplacés par l'écho étouffé de leurs propres pas. Chaque mouvement devait être précis. Le sol irrégulier demandait une concentration constante et les parois semblaient se refermer à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs. Arrivés au sommet d'un canyon appelé Spring Canyon, les tunnels devinrent si étroits qu'ils donnaient l'impression que la grotte observait leurs gestes. Le passage suivant était un véritable goulot. Il fallait ramper sur le ventre pour progresser. Ryan ouvrit la voie. Il avançait avec assurance, sa respiration calme et maîtrisée. Franz le suivait de près, grognant doucement lorsque ses épaules frottaient contre la roche.
José, elle, hésita un instant, ses mains tremblaient alors qu'elle se préparait à pénétrer dans ce couloir oppressant. En rampant, Franz sentit les parois rugueuses comprimer son torse. Il continua à avancer jusqu'à ce que ses doigts touchent une pierre proéminente. Elle semblait instable. Par réflexe, il tenta de s'y appuyer pour se propulser. Ce fut une erreur dramatique. La roche résista un instant avant de céder dans un craquement sourd. Le plafond gémit et sans qu'il puisse réagir, de gros blocs s'effondrèrent dans un vacarme assourdissant, secouant le tunnel comme un coup de tonnerre. La poussière et les gravats l'engloutirent, rendant la vision floue et l'air irrespirable. L'un des blocs s'écrasa violemment contre son torse, coinçant sa tête et son bras gauche contre la paroi. Un hurlement rauque s'échappa de Franz alors que la pression soulevait ses jambes, tordant son corps dans une position douloureusement grotesque. La terre et les cailloux recouvraient peu à peu son visage, l'étouffant davantage. Il haletait, le torse écrasé contre la pierre implacable. José, figé par la terreur, observait la scène, les yeux écarquillés. Sa voix s'éleva dans un cri aigu et tremblant. Ryan, déjà passé de l'autre côté du tunnel, fit aussitôt demi-tour en entendant le bruit. Son estomac se noua en découvrant Franz coincé, à peine visible sous les décombres. Il l'appela et Franz répondit par un gémissement étouffé. José rampa jusqu'à lui, tentant de dégager les pierres avec ses mains sanglantes. Ryan évalua la situation. Franz était vivant, mais grièvement coincé. Le bloc le maintenait contre la paroi et l'accumulation des débris l'étouffait. Il fallait trouver du secours. La pierre l'avait violemment plaqué contre la paroi et l'accumulation de gravats l'étouffait peu à peu. Il pouvait à peine bouger et cette immobilité, combinée à la pression, risquait de couper la circulation sanguine, voire d'endommager ses organes. Pire encore, dans des situations comme celle-là, le corps entre en panique. La respiration s'accélère, mais l'espace étroit empêche l'air de passer correctement. L'oxygène se fait rare, très vite, et comme si ça ne suffisait pas, les grottes sont froides. Incapable de bouger, Franz commençait à perdre de la chaleur. Les dangers allaient bien au-delà de l'écrasement. Hypothermie, défaillance des organes, voire suffocation. Tout pouvait arriver, à tout moment. Et dans l'obscurité totale, sans savoir si quelqu'un viendrait l'aider, le désespoir s'installait. Ryan le savait, il fallait aller chercher de l'aide, et vite. Ryan prit alors une autre voie dans la grotte, comptant sur sa connaissance des lieux. Chaque mètre semblait une épreuve. Les bras et les jambes en feu, il continuait malgré les pierres acérées qui lacéraient de ses coudes et genoux. Seul comptait la sortie. Lorsqu'il émergea enfin, haletant, il attrapa son téléphone et appela Mike Frazier, un sauveteur spéléologue expérimenté. Il décrivit précisément la situation et la gravité de l'éboulement. Mike n'hésita pas une seconde, il prit son équipement, y compris un vérin hydraulique, et contacta des renforts en se rendant sur place. Chaque minute comptait. En arrivant au parking, il trouva Ryan, pâle et tendu. Ensemble, ils se précipitèrent vers l'endroit où Franz était coincé. Le spectacle était terrifiant. Le visage de Franz était livide, couvert de terre, écrasé sous la masse du bloc. Son corps montrait des signes de détresse avancée. Sa respiration était faible, chaque souffle arraché avec difficulté. Son bras engourdi ne répondait plus et ses jambes suspendues tremblaient de façon incontrôlable. Le sang accumulé dans sa tête le rendait confus, à la limite de la perte de conscience. Le froid s'infiltrait dans ses os, sapant ce qui lui restait d'énergie. Il tentait de bouger, mais la roche semblait se moquer de ses efforts. Sa voix n'était plus qu'un murmure. José restait à ses côtés, les mains lacérées par ses tentatives désespérées pour le libérer. Mike, calme et méthodique, observa attentivement le plafond instable et la position du rocher. Il se mit à creuser à main nue, enlevant la terre et les gravats autour de la tête de Franz. L'espace était si étroit qu'il devait transporter les débris jusqu'à une petite cavité à environ 5 mètres. Chaque aller-retour était une épreuve de volonté. Après plusieurs voyages, il parvint à dégager la main gauche de Franz, gonflée et immobile. Il continua à creuser jusqu'à trouver son casque déformé sous la pression. Avec précaution, il défit la sangle et retira le casque, offrant à Franz un peu d'oxygène. Ryan se joignit à lui. Il tenait les jambes de Franz et tirait doucement. Un cri de douleur retentit dans le tunnel, mais le haut du corps restait piégé. Le plafond grinça à nouveau, faisant frissonner tous ceux présents. Le temps jouait contre eux. À 23 heures, d'autres secouristes arrivèrent, concentrés mais visiblement tendus. Ils apportaient des poutres de soutien et d'autres vérins hydrauliques. Ils travaillèrent avec rapidité pour stabiliser le plafond et positionner l'équipement sous la roche. Mike commença à soulever le bloc lentement. Le bruit de la pierre qui cédait emplissait l'étroite cavité. Centimètre par centimètre, le bloc se soulevait. Dès qu'il y eut assez d'espace, Ryan et un autre sauveteur tirèrent Franz avec force. Un craquement sinistre accompagna la libération de son corps. À peine extrait, le tunnel s'effondra de nouveau, ensevelissant l'équipement et bloquant le passage. Un silence pesant s'installa. Ils avaient échappé à la catastrophe de justesse.
Franz, enfin libre, était en état de choc, à la limite de l'évanouissement. Son bras pendait, gonflé et violacé. Les secouristes agissaient vite, l'enveloppant dans une couverture thermique et improvisant une écharpe. Après quelques minutes, il reprit un peu de couleur et commença à sentir ses doigts à nouveau. La sortie de la grotte restait difficile. Le groupe descendait prudemment les pentes inégales du Spring Canyon. Peu après minuit, ils rencontrèrent une autre équipe de secours munie d'un brancard adapté. Franz, trop faible pour continuer à marcher, y fut solidement attaché. Ils se relayèrent pour le porter à travers les derniers passages. Tous étaient au bout de leur force. Quand ils atteignirent enfin une galerie où l'on pouvait marcher debout, Franz, déterminé à sortir par lui-même, demanda à descendre. Ses jambes flanchaient, mais avec l'aide de ses compagnons, il avança pas à pas. À 2 heures du matin, ils sortirent de la grotte. La femme de Franz l'attendait en larmes et le serra fort dans ses bras. Il était vivant, sauvé de justesse. Si vous avez aimé ces histoires, cliquez sur les vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles vous emmèneront vers d'autres récits d'oulias d'exploration souterraine qui ont très mal tourné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent de mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle exploration.